Merci de nous rejoindre sur Radio J. On revient à l'actualité. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, plusieurs vagues d'avions israéliens ont frappé des cibles iraniennes. L'attaque annoncée quasiment en temps direct s'est terminée au petit matin. Elle a été conclue par un message officiel du vice-amiral Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée. Israël dispose, je cite, désormais d'une plus grande liberté d'opération aérienne en Iran. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, comme chaque lundi, analyste défense, notamment sur I24 News. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, on va commencer par ce qui se passe sur ce front irano-israélien. On a entendu ce matin notamment, on a vu les gardiens de la Révolution qui avertissent Israël contre des conséquences amères. Après son attaque, le général Salami, chef des gardiens de la Révolution, a déclaré qu'Israël n'avait pas atteint, je cite, ses objectifs I2. Alors, où en est-on? À quoi s'attendre là dans les prochains jours, Raphaël? Alors, normalement, les Iraniens ne devraient pas riposter. Il faut comprendre qu'ils ont une façon de parler toujours très dramatique, pour ne pas dire apocalyptique. Ils promettent à Israël la destruction totale depuis des années. D'un autre côté, ils minimisent, et c'est une bonne chose, les effets de l'opération israélienne. Et cela leur permet peut-être un petit peu de sauver la face et peut-être de montrer un signe de ne pas vouloir riposter. Ceci étant dit, nous n'avons pas affaire à des gens qui sont toujours très rationnels. Ce sont des fanatiques. Ils ont été humiliés sur le plan militaire de façon assez flagrante. Et donc, ils risquent malgré tout, contre leurs propres intérêts, osais-je dire, d'attaquer Israël malgré tout. Et là, évidemment, ça serait une erreur fatale pour eux, car l'opération israélienne, bien que assez musclée, n'était en fait qu'un avertissement. On a touché certaines cibles qu'on aurait pu détruire complètement. On les a juste touchées en leur disant la prochaine fois, vous regardez, on est arrivé à atteindre ces cibles, on peut donc les détruire lorsque nous voudrons, surtout que maintenant, l'Iran se retrouve avec une défense antiaérienne extrêmement affaiblie, et elle a une armée de l'air complètement désuète. Donc, normalement, l'armée d'air israélienne peut opérer presque sereinement dans les cieux iraniens. Alors, vous dites seulement un avertissement, mais alors pourquoi ne pas avoir attaqué plus largement l'Iran? On sait que l'attaque israélienne a visé des sites de fabrication de missiles balistiques, à la demande aussi des États-Unis, qui a demandé à Israël de ne pas s'attaquer à des installations nucléaires. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas faire les choses d'une première main directement, Raphaël? Alors, d'abord parce qu'il y a effectivement une pression américaine qui a exigé de façon assez ferme, mettant des conditions par rapport au soutien américain dont nous avons absolument besoin par ailleurs, donc des conditions assez strictes, et donc les Israéliens ont obtempéré. D'un autre côté, si l'on réfléchit bien, le nucléaire, c'est pas la menace la plus urgente. La menace la plus urgente pour Israël, ce sont les missiles balistiques et les missiles de croisière iraniens, et donc il fallait absolument dans l'immédiat s'occuper de cela. On a quand même touché au nucléaire iranien, mais indirectement, on n'a pas touché des sites nucléaires, mais on a touché une usine qui s'occupe de la technologie, une usine au sud de Téhéran qui s'occupe de la technologie qui rend possible de monter le nucléaire iranien sur des ogives de missiles. Car c'est ce qui leur manque pour l'instant. Même s'ils atteignent le nucléaire militaire, ils n'ont pas encore les moyens techniques de monter ce nucléaire militaire sur un missile. Et c'est cette usine-là qui a été frappée. Il n'aurait pas été non plus de bon augure de frapper les intérêts pétrolifères iraniens, dans la mesure où on tient absolument à dissocier la population iranienne du régime des mollahs. Et donc, frapper les intérêts pétrolifères, ça aurait été punir tous les Iraniens, ce que nous ne voulons pas, car nous savons qu'ils sont suffisamment mécontents de ce régime. Et eux, effectivement, auraient aussi préféré, les Iraniens eux-mêmes, qu'Israël frappe plus fort. Mais je crois qu'Israël a frappé plus fort qu'on ne le croit. En fin de compte, il y a des sites extrêmement importants qui ont été frappés, et le programme de production de missiles iraniens
a été sévèrement endommagée et il faudra des mois, sinon des années, pour réparer les dommages qui ont été causés. C'est vrai, on parle de graves conséquences économiques pour l'Iran, mais vous le dites en tout cas pour vous, Raphaël, aujourd'hui, le régime des Mollahs ne répliquera pas, malgré tout ce qu'on peut lire dans la presse israélienne, malgré ces menaces, vous dites des discours apocalyptiques. Pour vous, impossible que l'Iran puisse répondre à présent? Si le régime iranien réplique, ça sera presque suicidaire, dans la mesure où, en plus du fait qu'ils vont se faire écraser, parce que là, les Américains ne pourront plus dire aux Israéliens arrêtez les frais. Il faudra mettre fin à ce ping-pong de tir entre les deux pays. Et donc, les Iraniens vont subir une contre-attaque israélienne extrêmement sévère. En plus, l'Iran, sur le plan budgétaire, financier, n'a pas les moyens de mener une campagne de grande envergure. Ils sont dans la dèche économiquement, donc ils n'ont pas l'argent pour faire la guerre. Et de toute façon, cette guerre-là, ils la perdront, ils le savent. S'ils veulent tenter leur chance et titiller Tsahal, je pense que ça sera un immense risque qu'ils prendront. Ils devront réfléchir à deux fois. Alors Israël qui doit combattre sur 7 fronts différents, les frappes justement continuent aussi contre le Hezbollah au Liban. Quelle évolution on peut envisager aussi à présent de ce côté-là, où en est le Hezbollah qui continue par ailleurs à tirer des roquettes sur Israël? Alors le Hezbollah continue à tirer, le Hamas continue aussi à tirer sur les troupes israéliennes. Et donc, il y a ici des poches de résistance du côté des terroristes, mais dans l'ensemble, l'infrastructure militaire du Hezbollah a été démantelée. Plus de chaîne de commandement, plus de chaîne de communication, plus de chefs de bataillon, de brigade. Donc, c'est des forces qui opèrent de façon sporadique et isolée. C'est une question de temps. Il y a quelques signes, des tout premiers signes de pliés qui sont émis tant par le Hamas d'ailleurs que par le Hezbollah vers un possible cessez-le-feu. On en est encore loin à mon avis, mais il y a quand même des premiers signes que la pression militaire très intense de Tsahal semble porter ses fruits. Et sinon, il faudra espérer aussi peut-être une intervention de la communauté internationale, qui est la grande coupable de ce qui se passe aujourd'hui au Liban et qui a abandonné le Liban. Et sans Israël, le Liban serait complètement aux mains des terroristes. Il est temps maintenant pour la communauté internationale de venir à la rescousse, car Israël, comme vous l'avez bien remarqué, ne peut pas décemment s'occuper de tous ces fronts à la fois, alors qu'il s'agit d'endiguer une vague d'islamisme, d'intégrisme qui s'abat sur la planète entière, qui menace le monde entier, et on voit vraiment pas pourquoi Israël fait le travail tout seul. Alors on souhaitait justement aussi, Raphaël, vous faire réagir à ces propos du président français, du président de la République Emmanuel Macron, jeudi, lors de cette conférence organisée pour le Liban à Paris par le chef de l'État afin de récolter des fonds pour le pays. Emmanuel Macron a critiqué la politique militaire d'Israël en employant le mot barbarie. Je ne suis pas sûr qu'on défende, je cite, une civilisation en semant soi-même la barbarie. Qu'est-ce que vous ont inspiré ces propos ? Je pense que c'est un retour de la barbarie dans la politique française et que les mots du président Macron font honte à la présidence française d'utiliser une pareille expression à l'égard d'un peuple justement civilisé, moral, qui se bat, comme je l'ai dit, contre un intégrisme mondial islamiste. Honte au président Macron. Je pense qu'il n'y a aucune pincette à prendre par rapport à une insulte de bas étage venant de l'Élysée. C'est véritablement souiller le poste de président de la République, c'est souiller la langue française par une méconnaissance de la signification du mot barbarie. Et je pense que le quotient intellectuel du président actuel de la France ne l'habilite pas, à mon avis, à gérer un garage de banlieue. Comment expliquer ces propos d'Emmanuel Macron qui connaît la langue française, qui sait très bien ce que signifie justement le mot barbarie, surtout un an après les massacres barbares du Hamas le 7 octobre. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est une manière finalement de piquer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ou c'est quelque chose peut-être de plus profond encore dans sa manière de faire de la politique?
J'ignore quels sont les motifs qui ont poussé le président de la République française à utiliser ce terme. Est-ce que sa langue a fourché ou est-ce qu'il savait sciemment ce qu'il était en train de dire? S'il savait sciemment ce qu'il était en train de dire, il se rend coupable d'incitation à la haine et d'une insulte de bas étage pour quelqu'un qui voudrait remettre la France sur la scène diplomatique mondiale. Il vient de jouer un très mauvais tour à la politique française. Il vient de se ridiculiser, alors que son but, en tous les cas son motif lointain, c'est d'être, lui, de remettre ce qui avait été le cas par le passé, la France comme la puissance diplomatique mondiale, le pays auquel on s'adresse pour résoudre les conflits. Et c'était la langue française, était d'ailleurs la langue de la diplomatie dans le monde jusqu'à il n'y a pas si longtemps. À l'ONU, oui. Et donc, voilà. Je ne sais vraiment pas ce qui l'a poussé à faire cette bêtise, mais c'est une énorme bêtise. Il n'y a qu'une sortie pour cette bêtise-là, c'est de s'excuser platement. Alors une dernière question, Raphaël. On le sait aussi, les négociations pour la libération des otages se poursuivent. On repris à Doha, au Qatar. On le rappelle, il y a toujours 101 otages captifs aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. On sait qu'un émissaire israélien a gagné justement le Qatar pour ces négociations. Alors est-ce qu'on peut désormais négocier avec le Hamas, peut-être depuis la mort de Yahya Sinwar? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour vous? Alors là aussi, il y a des signes avant-coureurs d'un possible retour sérieux à des négociations de libération des otages. Malheureusement, ces signaux sont émis par une partie seulement de ce qui reste des dirigeants du Hamas, surtout la partie qui réside à l'étranger, au Qatar, alors que d'autres dirigeants du Hamas restent fermes sur leur position. Donc dans l'ensemble, c'est pas tellement sûr qu'on va pouvoir avancer rapidement là-dessus. Il semblerait que le prix à payer sera un cessez-le-feu avec retrait des troupes de Tsahal hors de la bande de Gaza. Je rappelle que l'armée et les services de sécurité israéliens sont prêts à payer ce prix, quitte à revenir si l'accord n'est pas respecté ou quitte à revenir si une menace pèse à nouveau sur la sécurité des Israéliens. Mais sur le plan politique, pour l'instant, le Premier ministre, en tous les cas, se refuse à cette concession. Et donc, on est pour l'instant toujours dans une impasse. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, pour ces précisions ce matin sur Radio J. Votre regard sur l'actualité chaque semaine, on le retrouve lundi matin. À la semaine prochaine. Merci. Radio J. Le 6-9.